Et voilà, le rush est enfin fini, on a toutes les cartes du chapitre 4 révélées, et alors que les gens sur Pixelborn commencent déjà à tester ce chapitre 4 qui va arriver, en attendant, beaucoup de gens sont au chapitre 3 et s'entraînent ardemment pour l'île où j'ai très hâte de vous retrouver. En attendant, on est ici pour parler du chapitre 4 pour le coup, et on va voir ensemble les différentes cartes qui vont perfer. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui on est là pour la fameuse vidéo des 12 cartes à surveiller. Vous connaissez le principe maintenant, 2 cartes par encre, on les fait dans l'ordre et on va essayer de deviner quelles cartes vont être fortement impactantes pour la méta du chapitre 4. Le but c'est de voir les cartes qui ont le plus de potentiel d'être jouées et d'être dans beaucoup de decks différents. Bon, certaines cartes sont dans des couleurs de deck particulières mais sont très très impactantes. D'autres sont plutôt fortes dans plein de decks différents, ont juste d'excellentes stats. Certaines sont des paris pour l'avenir, on verra tout ça. De toute façon, vous connaissez un peu le principe aussi qu'il y aura plus tard une vidéo sur les tops et les flops, qui seront donc à la fois les cartes qui seront dans ce top là, ou des cartes qu'on pensait être très fortes et qui finalement n'ont pas été très jouées, et à l'inverse des cartes qu'on a sous-estimées et qui finalement ont été énormément jouées. Du coup, on va commencer ces top et ces flops, pardon, on va commencer ces top 12, ces 12 cartes à surveiller, avec des cartes en nombre. On commence par Ursula, la fiancée d'Eric. Évidemment, jaune-vert chapitre 4, il y a déjà des rumeurs que ça a l'air d'être immensément fort, parce qu'avec cette Ursula, on peut faire des decks des fausses absolument incroyables. Je rappelle le principe, Ursula pour 4, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 2-4 avec 2 de l'or pour 4 non ancrables. Non ancrables, c'est un peu embêtant. Mais vu que c'est un personnage avec un shift et que c'est seulement 4, ça va encore à peu près, c'est plutôt gérable. Et avec justement un shift, donc un alter intéressant, puisqu'il faut défausser une carte chanson de sa main pour pouvoir jouer cette Ursula. Ce qui fait qu'elle est très jouable dans 2 archétypes en particulier. Le premier étant évidemment jaune-vert, donc ambre émeraude avec de la défausse. Mais le deuxième qu'il ne faut pas sous-estimer quand même, c'est aussi en ambre acier avec des decks avec beaucoup de chansons, car il est très facile de l'alter. Mais je pense que cette Ursula est vraiment meilleure justement en ambre émeraude, donc en jaune-vert. Pourquoi? Parce que ce personnage-là, on va quand même parler de ses capacités rapidement, mais en gros, quand elle part à l'aventure, l'adversaire révèle sa main et vous pouvez défausser une carte non personnage. C'est-à-dire qu'elle fait un peu. Il en faut peu pour être heureux à chaque fois qu'elle part à l'aventure. Et pourquoi elle est immensément forte en jaune-violet défausse? Déjà parce que sa capacité c'est de la défausse, donc ça renforce cet archétype, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de moyens de défausser des cartes adverses de sa main avec nos propres cartes et donc de réduire la main adverse à 0. Et quand l'adversaire a 0 carte en main, bah il a du mal à en créer, il a du mal à jouer, il a du mal à faire tout ce qu'il faut faire. Donc c'est évidemment très fort la défausse. Et cette Ursula, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et bien en fait, elle arrive avec d'autres Ursula moins chères qui sont facilement altérables et il y a des trucs très forts à faire. Typiquement déjà on a une Ursula à 2 en jaune qui est Méloman 4, ce qui est toujours intéressant d'avoir une petite Ursula qui pourrait faire un petit coup de Méloman si jamais on n'a pas la Ursula qui chante derrière. Enfin, qui chante. Cette Ursula-là, derrière, on pourra toujours chanter des chansons à 4. Elle a 4 points de vie, donc elle résiste facilement. C'est très dur de s'en débarrasser aussi tôt dans la partie. Et donc le fait de jouer la Ursula, celle-ci, l'alter, derrière, est plutôt assuré en général. Donc, carte très forte. Une autre Ursula sur laquelle on va très souvent alter, c'est l'autre Ursula à 2, qui est ce coup-ci en émeraude, qu'on connaît déjà. La Ursula qui dit que quand on la joue, on regarde la main adverse et on enlève une carte chanson. Ce qui est très très fort, c'est justement ce combo. Parce que vous allez jouer pour 2 la Ursula verte. Vous allez pouvoir regarder la main adverse. S'il y a une chanson qui peut permettre de gérer vos Ursula depuis le début de partie, vous pouvez l'enlever. Et vous pouvez voir les autres cartes en main. Et donc vous savez si le tour prochain, en défaussant une chanson pour jouer cette Ursula alter par-dessus, vous avez des cartes enlevées de la main adverse. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez ne pas alter. A l'inverse, s'il y a trop de gestion en face, vous pouvez décider de ne pas l'alter non plus. Et l'autre avantage de cette Ursula, c'est que vous jouez une Ursula à 2 au tour 2. Au tour 3, vous pouvez jouer cette Ursula en défaussant une chanson de votre main, donc vous ne payez pas d'encre. Vous l'envoyez directement à l'aventure, vous regardez la main adverse et vous voyez si l'adversaire a une solution pour gérer votre fameuse Ursula à 3. Et Ursula à 3, on rappelle que elle, le tour d'après, elle pourra chanter une chanson 2 fois. Et donc, au niveau des chansons en jaune-vert, on a des trucs intéressants. Le plus intéressant étant certainement des cartes comme N'écoute que moi ou alors Cruel Diablesse pour vraiment vider la main adverse. Donc on a des choses à faire, clairement, en jaune-vert. On a encore des cartes comme
Tu m'as oublié en jaune qui fait défausser 2 cartes. On a tous les personnages avec beaucoup de l'or en vert d'ailleurs pour faire des points. Et surtout aussi, on a bien sûr Prince Jean. Prince Jean qui peut vous permettre de piocher des cartes grâce à cette Ursula ou grâce à d'autres cartes. On peut avoir aussi Bucky, comme ça on peut jouer cet alter là et d'autres alters pour essayer de défausser toujours des cartes à l'adversaire. Bref, on a plein de solutions pour se débarrasser des cartes en main adverse. Et quand l'adversaire n'a plus de cartes en main, en général, ça se passe très mal pour lui. J'ai toujours dit que le deck défausse était à ça de devenir pété et je pense que le ça, c'est exactement cette carte. On passe à la carte numéro 2, Gaston. Alors, pourquoi j'ai mis Gaston ? Faut savoir que Ambre, déjà, il n'y avait pas tant de candidats que ça. Pour moi, Ursula était ultra évidente comme carte abusée à surveiller au chapitre 4. Gaston, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres cartes qui sont sympas, mais pour moi, Gaston, son gros avantage, c'est qu'il peut rentrer dans énormément de decks. Parce que Gaston, quand même, c'est un accélérateur de malade. Vous le jouez au tour 3. Ça veut dire qu'au tour 4, vous pourrez jouer des cartes à 6. Et ça, par exemple, en jaune-rouge, pouvoir jouer des Lady Tremaine ou pouvoir jouer des Madame Medusa au tour 6, c'est super fort. Enfin, au tour 6, non, vous le jouez pour 6, mais au tour 4, justement, c'est ce qui les rend très très fortes. Si en plus, vous avez eu moyen de poser votre Gaston très tôt dans la partie grâce à un Pluto, typiquement au tour 1, vous jouez Pluto. Au tour 2, pour 3, en inclinant Pluto, vous jouez Gaston. Et du coup, si Pluto se fait pas gérer, bah, au tour 3, vous pouvez jouer des personnages à 6 plutôt qu'au tour 4, ce qui est vachement efficace. Ou alors, au tour 3, si Pluto s'est fait gérer, vous pouvez quand même jouer des personnages à 5. Il y a vraiment des trucs à faire vachement forts. Et l'avantage avec du rouge, c'est que justement, si vous jouez Gaston et que vous l'utilisez au tour 4, le personnage tour 6 en jaune-rouge que vous allez jouer, donc Medusa ou Tremaine, va certainement aider à enlever les menaces adverses qui auraient pu gérer votre Gaston. Et vu qu'il a 4 de vie, c'est pas automatique de le gérer. Attention. Donc, vraiment une carte que je trouve très intéressante. Certes, il est non ancrable, et heureusement qu'il a ce défaut-là, sinon il serait vraiment abusé. Mais c'est un sérieux concurrent à Prof qui, Prof, certes, lui, part à l'aventure pour réduire de 1. Ici, on part pas à l'aventure, on fait pas de points en réduisant. Mais le fait de réduire de 2, on gagne un nombre une tempo incroyable. On peut jouer des cartes bien plus tôt que prévu. Et ça change pas mal de choses à mes yeux. Gaston, vraiment, je pense que c'est une carte à essayer et à surveiller au chapitre 2. Et en même temps, je ne vois pas beaucoup d'autres pour l'instant, chapitre 2, qui peuvent être aussi fortes que les deux que je viens de mentionner. J'ai hésité vite fait à rentrer, quand même, je vais en parler, Mickey Mousquetaire, pour les decks mousquetaires, mais je ne sais pas si les decks mousquetaires vont être si forts que ça au chapitre 4, donc j'ai mis ça de côté. On continue avec les cartes améthystes, et on commence avec pour moi une des meilleures cartes de ce set. La seconde étoile à droite, second star to the right, pour 10 non ancrables, Sing Together, donc à l'unisson 10, le nouveau mot-clé, qui permet de chanter cette carte avec plusieurs personnages en même temps. Donc il suffit d'avoir assez de personnages pour avoir un coût total de 10 de personnages à incliner. Vous pouvez chanter cette chanson en les inclinant. Et le joueur sélectionné pioche 5 cartes. C'est méga fort. Parce que déjà, il y a des decks qui peuvent monter à 10 d'encre sans problème, donc perdre un tour pour piocher 5 cartes, bah clairement, il y a des decks qui rêvent que de ça. Rouge-violet par exemple, gris-violet aussi, bleu-violet pourquoi pas. Vraiment c'est une carte extrêmement puissante pour ça, mais surtout c'est une carte qui peut se chanter sans même arriver à 10 d'encre. Et du coup il suffit d'avoir 2 personnages à 5 et pas mal de decks peuvent le faire très facilement. Si vous jouez violet-rouge, vous pouvez avoir très facilement un Maui, une Tremaine, une Medusa, bref des trucs comme ça à table pour partir à l'aventure, partir chanter avec vos personnages et piocher 5 cartes et vous remettre vraiment super bien dans la partie. Si vous jouez gris-violet, vous avez une pléthore de personnages à 5 en alter ou à plus pour pouvoir chanter ça facilement. Dédicace évidente à Jafar en alter qui, s'il chante ça avec un personnage à 3 à côté, fait 5 de l'or sans redonner de carte à l'adversaire, contrairement à lorsqu'il joue ce rêve bleu. Donc, très très fort comme carte en Jafar gris-violet. Je mélange tous mes trucs ce soir. Aujourd'hui, c'est abusé. Mais donc une carte vraiment très intéressante pour moi, vraiment repiocher 5 cartes, c'est se faire une main entière. Et autant payer 10 d'encre, ça peut sembler cher, mais déjà sur les cartes que vous piochez, si vous avez des personnages en jeu, s'il y a des chansons, vous pouvez les jouer instantanément, comme ça, au final vous avez quand même fait des trucs. En fait, c'est vraiment une carte qui peut vous permettre d'assurer d'assurer votre partie si vous étiez déjà devant. Mais même si vous êtes derrière, tant que vous n'êtes pas trop derrière non plus, s'il n'y a pas 19-2, voilà. Vous pouvez remonter la pente avec cette carte-là. Elle sert dans toutes les situations. C'est vraiment incroyable comme carte. J'aime énormément. Et en plus, pour pouvoir la jouer, il faut avoir beaucoup d'encre. Mais vu que vous jouez violet, a priori, vous piochez déjà beaucoup de base. Donc, vous aurez de quoi ancrer cette carte-là. Vraiment trop bien.
La deuxième carte pour moi, c'est évidemment Isabella Madrigal qui va rentrer dans tous les decks violets. Pour 5 ancrables, une 3-4 insaisissable. Durant votre tour, si aucun autre personnage n'est parti à l'aventure, elle gagne +3 de l'or. Donc elle est à 4 de l'or en vrai. Par contre, une fois qu'elle part à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc soit vous partez à l'aventure avec vos autres personnages et elle va faire 1 de l'or, soit vous partez pas à l'aventure avec vos autres personnages et elle va, faire 4 de l'or. 4 de l'or à elle tout seule au tour 5, c'est immense. C'est 1/5 de la partie, c'est vraiment beaucoup. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, cette carte-là vous permet de gérer le board adverse avec toutes vos autres cartes et laisser que Isabella Madrigal partir à l'aventure. Faire 4 de l'or, c'est largement suffisant pour avancer dans la partie efficacement si vos autres personnages gèrent le board. Et c'est tout ce qu'on veut en violet. Et surtout, par exemple, en violet gris ou en violet rouge. On veut juste un personnage qui fait beaucoup de l'or, qu'on va garder en jeu. En plus, elle est insaisissable, donc elle va être très embêtante à gérer, de manière générale. Et à côté de ça, vos autres personnages, eux, peuvent juste se contenter de taper les personnages adverses. Il n'y a aucun souci. 4 de vie, ça évite pas le Kansuna 122, mais ça évite quand même pas mal d'autres cartes, ça évite pas mal d'autres dégâts directs. Donc, Isabella Madrigal, vraiment carte incroyable. Je pense qu'il y aura des exemplaires inclus en x1, x2 dans tous les decks violets quasiment, vraiment. Sa capacité est super forte. À elle seule, elle peut rendre des decks ultra viables, parce qu'à elle toute seule va faire tout le lore de la partie. On continue avec les cartes émeraude. Et alors, en émeraude, autant vous dire que c'est vraiment la couleur pour moi avec Ruby qui ont été le plus gâtés de ce set. Émeraude, j'ai vraiment galéré à choisir quelle carte j'allais mettre parce qu'il y avait plein de cartes potentielles. J'ai arrêté mon choix sur 2 cartes et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On commence pour 5, une chanson, ne parlons pas de Bruno. Une action chanson, on peut choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. Je trouve cette carte incroyable pour plusieurs raisons. La première raison qui, à mes yeux, est évidente, c'est qu'on peut défausser des cartes au hasard de la main adverse. Et ça, pour les joueurs qui sont habitués à des jeux de cartes où c'est le cas, vous savez à quel point ça peut être fort. Parce que vous remontez un personnage en main, si l'adversaire n'avait plus de main, typiquement en jaune-vert, encore une fois, en deck défausse, eh bien, le personnage qui remonte en main va tout de suite être défaussé. Donc pour 5, c'est comme un feu de dragon, sauf que c'est ancrable. Du coup, c'est vachement fort. En soi, c'est presque plus fort que la carte en rubis, je sais plus le nom, pour 4 qui dit que chaque adversaire choisit une carte de son plateau et la bannit. Parce que celle-là vous permet soit de faire ça s'il n'y a pas de personnage sur le board, donc le même effet, s'il y a un seul personnage sur le board, et si l'adversaire n'a pas de carte en main, surtout c'est surtout ça l'intérêt. Mais surtout, cette carte au hasard, en fait, ça peut être autre chose que le personnage qu'on remonte, et ça peut être un truc bien plus important, et ça, c'est vachement intéressant, parce que c'est pas l'adversaire qui choisit. Il va pas faire le choix optimal pour lui. C'est l'aléatoire qui choisit pour lui. Et ça peut briser des plans. L'adversaire qui pensait être tranquille avec son Jafar Rêve Bleu en main, et en fait, il y a une des deux qui se fait défausser alors qu'on a remonté un Robin des Bois, j'en sais rien. Ça peut être vraiment super fort. En plus, c'est une chanson et c'est ancrable, rendez-vous compte. Je veux dire, n'écoute que moi. C'est pour 3 seulement, mais c'est pas ancrable. Ici, on a un truc qui se chante aussi. Pour 5, certes, c'est plus cher. Mais franchement, le fait que ça soit ancrable, ça change. Carte vraiment incroyable. Je vois difficilement les decks verts actuels partir sans, en particulier s'ils jouent de la défausse. Mais même si tu joues pas de la défausse, c'est une tempo de psychopathe. C'est à la fois l'effet de Cruelle Diablesse et l'effet de N'écoute que moi, combiné en une seule carte. C'est trop intéressant. Si vous avez un prince en jeu, ça vous fait piocher. Non, vraiment, cette carte, elle a que du bon, vraiment. Carte incroyable. Et à la deuxième carte, une autre carte incroyable aussi, le fameux Diablo légendaire. C'est aussi un des nouveaux alters, et lui, son alter particulier, c'est qu'il doit défausser une carte action. Donc attention, certes, c'est plus facile de défausser des cartes action que des cartes chansons pour Ursula, parce que toutes les chansons sont des actions à la base. Mais il faut quand même en avoir en main à ce moment-là, et surtout, il faut en avoir en main très tôt dans la partie, parce que si Diablo, vous voulez l'alter très tôt. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pour 3 non ancrables, 2/2 insaisissables, 1 de l'or, et durant chacun des tours adverses, tant que ce personnage est incliné, dès qu'il pioche une carte, vous piochez une carte aussi. C'est un outil de pioche incroyable pour les decks émeraude. Pour vous donner une petite idée, vous jouez un Diablo à 1, soit le nouveau Diablo vert qui permet de voir la main adverse, comme ça c'est tout bénef, vous savez à peu près ce qu'il y a des trucs en main adverse. Soit vous jouez le Diablo violet qui fera des trucs avec la maléfique au cas où, mais bon, je pense que juste le Diablo vert c'est suffisant. Ou peut-être les deux, comme ça vous êtes sûr de le poser rapidement. Vous posez ce Diablo-là au tour 2, avec un alter, idéalement, en défaussant une carte action. Vous l'envoyez à l'aventure, et déjà vous avez pioché une carte au tour d'après. Immédiatement.
Parce que l'adversaire n'a pas le temps de gérer ce Diablo avant de piocher une carte. Début de son tour, il pioche une carte, paf, vous en piochez une aussi. Rien que pour ça, c'est rentable. Et si jamais il n'est pas géré, et à part avec des dégâts directs, bah mine de rien, au tour 2, un personnage 2-2 insaisissable, bah, c'est pas simple à gérer. Bah vous allez sûrement piocher d'autres cartes. L'adversaire dit qu'il pioche une carte, vous en piochez une, c'est une capacité incroyable parce que ça se déclenchera forcément à chacun de ses débuts de tour. Mais si en plus il a d'autres mécaniques de pioche, il va vraiment hésiter à piocher de son côté. Et après, bah, on peut essayer d'imaginer des decks avec des cartes comme le Donald Gentleman, donc en alter aussi, qui dit que quand au début du tour, pardon, au début de votre tour, ah, c'est au début de votre tour. Non, ça ne marcherait pas. Je dis n'importe quoi, attention, c'est au début de votre tour, vous faites piocher l'adversaire. Bon, la combo ne marche pas malheureusement. Mais, dans tous les cas, faire que vous piochez autant de cartes que l'adversaire, c'est forcément fort, parce que l'adversaire va dépenser des personnages, de l'encre, des trucs pour piocher, et vous piochez autant. Donc le cas d'avantage qu'il aurait dû générer, il ne le génère pas, tant qu'il n'a pas à gérer ce Diablo. Honnêtement, le chapitre 4, il faut avoir de la gestion d'insaisissables. Ça va être méga important, parce qu'entre ce Diablo et la Isabella qu'on a vu, les insaisissables vont être une plaie, il faut les gérer absolument. Prévoyez des solutions dans vos decks, prévoyez des chasseurs d'insaisissables, c'est le moment de les jouer, très clairement. Donc pour l'émeraude, le choix était difficile, il y avait vraiment beaucoup d'autres cartes, il y avait Prince Philippe et tout, enfin il y avait vraiment plein de choix. Mais là où j'ai le plus galéré, en vrai, c'est clairement en rubis. En rubis, il y a une pléthore de cartes intéressantes, il y a vraiment beaucoup de cartes intéressantes. Mais je vais m'arrêter sur les deux qui pour moi ont le plus de chances de rentrer dans plein de decks différents. On commence par une carte qu'on a vue très tôt, et qui est ô combien intéressante, Mulan, archère d'élite. Pour 6, une 2-6 de l'or, alter 5. Quand elle a été jouée via un alter, elle gagne plus 3 d'attaque pour ce tour. C'est intéressant, mais sa vraie capacité intéressante, c'est que durant votre tour, quand ce personnage inflige des dégâts à un autre personnage durant un défi, on met autant de dégâts à 2 autres personnages. Rendez-vous compte que Mulan, quand elle tape un personnage adverse, elle met 2 dégâts à 3 personnages. C'est un tuons la bête dès qu'elle tape. C'est trop fort. Alors, je dis tuons la bête parce que tuons la bête c'est sur tous les personnages, mais on a quand même rarement beaucoup plus de 3 personnages sur le board dans l'Orcana, ça arrive à des moments, mais c'est pas non plus si courant que ça. Mulan est super forte, si vous venez de l'alter et que vous vous en servez immédiatement, c'est 5 dégâts à 3 personnages. C'est abusé, c'est abusé. Et maintenant on réfléchit un peu. Mulan avec l'hameçon de Maui, elle peut mettre 5 dégâts quand elle veut à tout le board adverse. Mulan alter plus l'hameçon de Maui, ça fait combien? Ça fait 8 dégâts à 3 persos adverses. C'est beaucoup trop fort. Et à côté de ça, même en dehors du hameçon de Maui, on a vu pas mal de capacités qui permettent de booster l'attaque. Alors, évidemment, on peut penser au soutien qui est une capacité de base, mais là, on n'en a même pas besoin. Parce qu'en rouge, on a eu les fameux poids d'entraînement. Et les poids d'entraînement, ils donnent plus 2 d'attaque à un personnage. Mulan monte à 4, c'est largement suffisant pour la plupart du cas, enfin la plupart du temps. Et en plus, elle piochera derrière. Mulan, c'est une carte ultra forte qui à elle seule va calmer les velléités adverses. Vraiment, c'est abusé de pouvoir taper 3 personnages comme ça d'affilée. Rendez-vous compte que Clochette est jouée dans tous les decks, bon parce qu'elle met un dégât rentre en jeu, mais aussi pour cette capacité, et des fois juste ça bloque l'adversaire de se dire ok, bah là si je m'incline, Clochette va me mettre 2 et ça m'embête. Bah ici c'est pareil, sauf que c'est sur encore plus de personnages. Vraiment, c'est super efficace, et d'autant plus que si vous arrivez à booster sa force, ça devient juste incroyable. Le problème de cette Mulan quand même, parce qu'il y en a un, c'est que les Mulan moins chères sont pas si folles en général. La plupart sont pas incroyables. Là-dessus, il faut pas se mentir. Mais on a quand même de quoi faire. Il y a quand même la nouvelle Mulan qui est une 2-1 pour 1, mais elle peut être soignée, donc elle être plus forte que ça. Il y a des choses à faire. Il y a des personnages Mulan pour alter. Maintenant, il faudra prévoir des decks pour espérer choper la bonne Mulan, celle-ci, et faire des carnages avec. Mais vraiment, cette carte est super forte. Et la deuxième carte rubis, pour moi, c'est clairement la Sissou, mais pas la Sissou légendaire, bien qu'elle était une candidate sérieuse. C'est cette Sissou à 3. Parce que vraiment, en termes de stats purs, cette carte, c'est abusé. Pour 3, vous avez une 1-4, 2 de l'or. Et ce personnage gagne plus 1 attaque pour chaque carte dans la main adverse. En général, quand elle va pouvoir agir, c'est-à-dire au tour 4, l'adversaire il a au moins 3 cartes dans sa main. Au moins. Voire plus. Donc, tour 4, Sissou, c'est une 4-4, 2 de l'or. Il n'y a aucune carte qui fait ça dans le jeu. Au mieux, vous avez des trucs comme Lorenz, qui va être 4-4, 1 de l'or tant qu'il n'est pas blessé. Je crois que c'est 1 de l'or, Lorenz, j'ai un doute. Et soudainement, le doute s'envahit, sauf que j'ai pas pissé le bon ouvert. Donc tant pis, vous me direz dans les commentaires aussi. Ou surtout, je reverrai ça au montage. Il y aura sûrement un petit texte au-dessus de ma tête d'ailleurs, comme d'habitude. Mais donc, vraiment, cette carte peut monter encore bien plus haut en termes d'attaque.
Et ce qui est génial, c'est qu'au début de partie, elle pourrait permettre de gérer le board ou de faire du lore en cas de besoin. Et en fin de partie, quand elle commence à avoir moins d'attaque parce qu'il y a moins de cartes dans les mains adverses, eh bien, très clairement, vous pouvez l'alter avec la nouvelle Sissou légendaire et essayer de faire un carnage dans les rangs adverses si vous jouez de la baisse de force ou si l'adversaire joue beaucoup de personnages avec peu de force de manière générale. Vraiment, cette Sissou, pour moi, elle va rentrer dans énormément de decks rouges. C'est trop une bonne carte en fait. C'est juste une bonne carte de base. Elle a des bonnes stats. Vraiment, c'est juste fort. C'est juste fort. Le problème dans Rouge Violet, c'est qu'il y a toujours ce fameux petit kit Mime Merlin avec les cartes à côté. Donc, c'est toujours compliqué de trouver de la place pour rentrer de nouvelles cartes. Mais sur de nouveaux decks rouge-violet ou de nouveaux decks rouge autre chose, cette Sissou peut clairement faire très plaisir et permettre de faire des trucs assez ouf. Je la préconise justement en rouge-jaune parce que comme ça vous avez des moyens de baisser la force adverse et de jouer la Sissou légendaire pour raser le board adverse. On continue avec les cartes Saphir. Alors en Saphir c'est un peu particulier. Il y a une carte qui pour moi est évidente. Il y a une carte que j'ai mis... Ah, c'est pas que c'est mon nouveau Jafar dans mon cœur, mais j'en attends beaucoup. Peut-être sûrement trop. C'est clairement la carte qui, à mes yeux, parmi celles que j'ai mis là, a le plus de chances de finir en top. La première carte, qui est celle qui pour moi est évidente, c'est la nouvelle Ariel. 6 non ancrables, c'est la remplaçante de Gaston dans tous les decks bleus. Parce que Gaston jusqu'à maintenant était joué parce qu'il avait 3 de l'or et une capacité sympa, mais surtout parce qu'il avait 3 de l'or. Et du coup, avec le sous-fétiche, ça faisait quand même un petit remplaçant à la belle si jamais elle n'était pas là. Là, on a une Ariel. 3-4 hors d'atteinte, 3 de l'or. Donc déjà, vous êtes à peu près sûr qu'elle va partir à l'aventure. Parce qu'avec hors d'atteinte, c'est très difficile de gérer 4 PV. Mais en plus, si vous avez plus d'objets en jeu que chaque adversaire, elle gagne plus 2 de l'or. C'est 5 de l'or. C'est immense, c'est belle, c'est Alice, c'est des trucs abusés. Donc avec le sous-fétiche, évidemment, c'est incroyable. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que, bah, évidemment, en bleu, vous allez toujours avoir 5 de l'or adverse. Vous avez forcément plus d'objets que l'adversaire. Parce que vous jouez des objets en général, et l'adversaire non, tout simplement. Et qu'au pire, vous pouvez jouer quelques cartes qui peuvent bannir les objets. Comme ça, au cas où, vous bannissez les vôtres pour avoir des effets bonus. Ou alors, bah, vous bannissez les objets adverses pour être sûr d'avoir votre capacité. Vraiment, cette Ariel, à mes yeux, est ultra balèze. 5 de l'or qui sont quasiment sûrs d'être placés parce qu'elle a hors d'atteinte. Imaginez que Cusco déjà avec ses 3 de l'or on trouvait ça fort. Maintenant on a la même chose avec 4 de l'or. Pouah, vraiment carte incroyable qui va être jouée dans beaucoup de decks bleus. Vraiment à mes yeux la nouvelle remplaçante de Gaston. Certes il n'y a pas le card advantage de la pioche, mais clairement peut-être que ça va passer à 2 Gaston, 2 Ariel ou full Ariel, je sais pas. On verra. Mais je trouve cette carte incroyablement forte. Vraiment 5 de l'or assuré. C'est super balèze. Et l'autre carte. Ah, si vous avez vu les streams récents, vous en doutez un peu. Le fameux Triton pour 9-7-9, champion de l'Atlantique. Alter 6. Et on a vu qu'il y avait des alters intéressants. On en parlera juste après. 3 de l'or, mais surtout les adversaires, tous les personnages adverses, gagnent -1, ou plutôt perdent 1 d'attaque pour chaque lieu en jeu. Ce qui est génial avec cette capacité, c'est qu'en fait, elle s'auto-valide. Elle s'auto-protège, on va dire. Parce que le problème de cette capacité, c'est qu'il faut avoir Triton en jeu, et il faut aussi avoir des lieux en jeu. Donc, bah, tout ça, c'est sensible potentiellement au fait de se faire attaquer. Maintenant, si vous me baissez la force adverse juste en posant des lieux, ça va rendre vos lieux bien plus durs à gérer. Et donc, vous pouvez jouer plus de lieux qui font du lore. Et donc vous allez encore plus baisser la force adverse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que la force adverse n'est pas juste baissée pendant le tour adverse, pendant votre tour aussi. Donc si jamais l'adversaire commence à partir à l'aventure parce qu'il se rend compte qu'avec les baisses de force, il a aucune chance de battre vos lieux, et donc aucune chance de vous battre tout court, il va peut-être essayer de faire du lore pour vous dépasser et vous doubler. Mais là, vous avez une 7-9 qui va attaquer des personnages qui auront moins de force. Et d'autres personnages en jeu qui vont sûrement faire pareil, parce qu'en vrai les lieux vont faire du lore de toute façon. Ou alors juste vous allez faire plus de lore avec Triton, parce qu'il a quand même 3 de lore de base. Vraiment, je trouve cette capacité incroyable. Maintenant ça demande beaucoup de tempo, parce qu'il faut jouer des lieux, parce qu'il faut jouer Triton. Triton c'est un alter 6 minimum, donc c'est assez tard dans la partie. Et donc il faut réussir à avoir gardé à peu près la partie équilibrée jusqu'au moment où il y a Triton en jeu, et après jouer des lieux, ou alors avoir mis des lieux avant et espérer qu'ils soient restés en vie. Mais je pense vraiment qu'on peut imaginer un deck bleu basé sur les lieux, avec, pourquoi pas, des cartes comme aussi la fameuse porte de coffre-fort de Picsou que j'avais mis dans les cartes à surveiller du set précédent. Peut-être que c'est son heure de gloire, car donner résistance aux lieux, bah, ça permet de jouer vos lieux plus tôt,
et du coup d'être sûr qu'ils soient en jeu quand Triton arrive, de baisser la force adverse, et là derrière c'est le caviar. Juste 2 lieux en jeu et Triton, la game est gagnée. À moins que l'adversaire ait pris beaucoup trop d'avance en termes de lore, la game est gagnée. Moins 2 de force sur tous les personnages adverses, rendez-vous compte, les 3 quarts des personnages du jeu ils dépassent pas 4 de force. Vraiment, c'est ultra balèze. Maintenant, encore une fois, ça coûte très très cher, peut-être que je suis en train de rêver éveillé et qu'en fait c'est super nul, mais vraiment je pense qu'il faut essayer ce Triton et essayer différents deck lieux et trouver lequel deck lieu marche bien avec. Je préconise un bleu-rouge pour avoir la gestion de board avec des personnages qui peuvent taper en face très très fort. Et en bonus, vous avez des lieux rouges très intéressants comme déjà Agrabah qui a un peu de points de vie et de l'or, mais aussi d'autres lieux pour booster la force de personnage, des Snuggly Duckling, des trucs comme ça. Bref, il y a des choses à faire clairement derrière. Et on finit avec Acier, et Acier à l'inverse, c'est clairement la couleur qui est la moins bien dotée de ce chapitre. Alors, je vous arrête tout de suite, je me plains pas. Acier, il y a eu des cartes de malade pendant 3 sets, c'est la meilleure couleur du jeu. Quel est un set avec un peu moins de trucs à se mettre sous la dent? C'est pas gênant, d'autant plus qu'il y a des cartes qui sont intéressantes, juste elles sont pas auto-incluses comme a pu l'être Robin des Bois ou d'autres cartes comme ça. Déjà, les 2 légendaires sont pas folles, et même dans les autres cartes, c'est compliqué. Mais il y a quand même des cartes qui, à mes yeux, pourraient être très intéressantes. La première, c'est la Fortisphère, un objet qui, pour 1, pioche quand vous le jouez. Déjà, ça veut dire que vous avez un nouveau tour 1 en acier potentiel pour les decks un peu plus contrôle, qui veulent piocher un peu plus dans le deck. Et surtout, c'est une carte incroyable pour les decks bleu-gris, qui vont peut-être remplacer leur glace à l'eau, ou alors les doubler avec des Fortisphères, pour avoir plein d'objets qui piochent en début de jeu, pour les bannir plus tard avec ce bon vieux Flaversham. En bonus, elle a une capacité qui dit que pour 1, on peut bannir cet item et donner rempart à notre personnage, ce qui est une capacité bien plus intéressante à mes yeux que le soin de la glace à l'eau, parce que donner rempart peut vraiment, au bon tour, bien utilisé, permettre de protéger le personnage vital. Vous avez besoin de chanter une chanson à 5 avec votre Big Ben et de le mettre un petit peu en danger, vous avez peur qu'il y ait un maillot en face, vous calculez la Fortisphère, vous donnez rempart à notre personnage à côté et vous vous sentez plus tranquille. Donc il y a pas mal de trucs intéressants à faire avec cette fameuse Fortisphère. Je pense qu'elle est vraiment super cool, c'est une super bonne carte et j'ai hâte de la voir jouer dans d'autres decks. Vraiment, je pense que ça peut se faire. Donc, on verra. Et la dernière carte que je vais présenter, je ne pouvais pas ne pas mettre un petit balai. Et oui, pour 6, le balai magique de 6, résistance plus 1. 2 de l'or et il gagne plus 2 d'attaque pour chaque balai magique en jeu. J'ai réfléchi un peu aux différentes cartes grises, j'ai réfléchi au Mickey avec les balais, j'ai réfléchi à différentes cartes, mais clairement pour moi, la carte la plus intéressante en gris, à part la Fortisphère, qui a le plus de chances d'être jouée, c'est une carte qui se joue avec les balais, parce que le reste c'était vraiment bizarre. Il y avait quand même Lifu, je crois, le personnage qui a 3 de l'or tant qu'il n'est pas blessé et qui a 5 de vie. Lui, j'hésite à le mettre parce que lui, quand même, il a un potentiel, franchement. Mais là, le balai magique, franchement, pour 6 de 6, plus de force pour chaque balai en jeu. Résistance 1, il va être super embêtant à gérer parce que de base, il a 7 de vie. On peut lui donner charge, potentiellement avec la montre à gousset. Si jamais Mickey est en jeu, il peut remonter en main s'il est banni. Ça, c'est terrible, clairement. Donc non, clairement, ça va être une terreur sur les boards parce qu'il va faire ses 2 de l'or et si jamais il doit attaquer, il pourra attaquer fort et si vous l'attaquez, il a résistance 1 et pas mal d'attaque vu qu'il y aura sûrement d'autres balais. Donc vraiment, carte incroyable. Vous avez juste besoin d'un balai à côté pour qu'il soit bien, hein, vraiment 4, 6, 1 de résistance, 2 de l'or pour 6. Déjà de base, c'est pas mal. Et évidemment, avec tout ce qui va autour, ça n'en sera que meilleur. Les decks balais, très clairement, à ne pas sous-estimer au 7-4. Et j'ai très hâte de les essayer. Il faut que je build un deck et que j'essaye ça. Et donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer les vidéos dans la semaine. On a pas mal de choses à dire sur le chapitre 4. Et peut-être quelques vidéos de préparation pour Lille. Parce que bien que je vous reconseille de regarder la vidéo des 10 conseils de tournoi, je vous la mets en description. Regardez cette vidéo. À part ça, eh bien je vais peut-être refaire une vidéo avec les conseils et les trucs qu'il faut savoir pour Lille au niveau du format, au niveau de plein de choses. On a plein de choses à découvrir, plein de choses à voir ensemble. Donc, il va falloir découvrir tout ça ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.